D'abord, merci, merci d'être là, et puis merci surtout à Emmanuel et Fabienne de me recevoir dans cet endroit charmant et magnifique et magique, dont on ne se lasse pas. Et j'imagine que vous êtes heureux aussi d'être si bien entourés. Je me présente en quelques mots. Donc en fait, je viens d'un milieu scientifique à la base, donc pas du tout prédestiné au départ à être artiste a priori. Bien que, puisque en fait j'ai toujours fait de la musique, j'ai fait de la musique à partir de l'âge de 7 ans, et donc du piano, donc j'ai adoré ça. J'en ai fait pendant 10 ans, et puis ensuite je suis partie à l'étranger, donc j'avais plus de piano, donc j'ai fait des études scientifiques, et après avoir travaillé une dizaine d'années dans l'informatique, je ne voulais plus du tout faire de technique, et je suis devenue écrivain. Donc alors je raccourcis bien sûr le parcours, mais je commence à écrire, je commence à publier poésie, maintenant essais, nouvelles, etc. Et voilà, je suis ravie d'avoir changé de voie, et je travaille en tant que journaliste pour gagner ma vie, parce que le métier d'artiste n'est pas forcément, comme chacun sait, un métier très rémunérateur. Voilà, donc je viens aujourd'hui parler de l'amour. En fait, c'est un sujet sur lequel je me suis penchée très tôt, indépendamment de l'écrit, puisque j'ai publié cet essai Oser dire je t'aime en 2009, qui traite, c'est une enquête en fait, voilà, merci, une enquête sur les relations amoureuses que j'avais menée auprès d'une cinquantaine de couples, pour savoir comment les gens vivaient leur amour, s'ils entretenaient cet amour au quotidien, et si la qualité était là, si on pouvait se dire je t'aime toute une vie, et si les gens se le disaient, parce que c'est toujours difficile, il y a souvent des frustrations dans les couples, il y en a un qui est plus demandeur que l'autre, etc. Et voilà, c'est un peu mon sujet de prédilection, l'amour, puisque dans ma poésie, je parle beaucoup d'amour, dans les nouvelles aussi, c'est souvent des histoires d'amour, l'essai, voilà, je crois que je sais faire que ça, finalement. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir en parler. Je vais commencer par une citation que j'ai mise en exergue du livre, qui illustre un petit peu l'état d'esprit que j'ai probablement, et que qu'il faudrait peut-être avoir, sans être moraliste, qu'il faudrait peut-être avoir quand on envisage ce sentiment merveilleux, qui est souvent malmené, hélas. Alors Martin Gray dit « L'amour n'est pas seulement un miracle, né d'une rencontre, il est jour après jour ce que l'on veut qu'il soit. Il commence lorsqu'on préfère l'autre à soi-même, lorsqu'on l'accepte tel qu'il est et qu'on l'aime dans sa totalité. Aimer, c'est partager des mots, des regards, des espoirs et des craintes. C'est vouloir que l'autre s'épanouisse. L'amour n'est pas un acquis, il se construit chaque jour pour permettre le bonheur de l'autre, le bonheur des autres. » Voilà, c'est une citation que je trouve assez jolie. Effectivement, là j'ai choisi une petite dizaine de thèmes, ils sont assez courts, n'ayez pas peur, pour illustrer un petit peu les thématiques pas générales, parce qu'il y a beaucoup de thématiques autour de l'amour, mais en tout cas ce qui m'a paru essentiel de présenter ici. Donc je vais essayer d'abord de donner une définition de l'amour. Alors qu'est-ce qui nous attire vers l'autre? Est-ce que c'est un besoin physique? Est-ce que c'est une recherche affective? Est-ce que c'est un remède à la solitude? Est-ce que c'est un besoin de confort matériel, parce que parfois on ne s'en sort pas tout seul? Est-ce que c'est le désir d'enfant aussi, notamment chez une femme comme chez l'homme d'ailleurs? Est-ce que c'est la volonté de créer une famille, donc un aspect peut-être plus social, puisque on dit qu'une vie réussie, dans les modèles actuels en tout cas, c'est avoir des enfants, fonder une famille, etc. Donc déjà, c'est bon de se poser ces questions-là quand on veut envisager l'amour. Est-ce que c'est juste une demande, une quête affective, ou bien il y a peut-être un intérêt, pas forcément dans le sens péjoratif, mais peut-être plus réaliste, plus concret selon les personnes, bien sûr. Alors, des différents types d'amour, il y a l'amour-passion, qui est souvent destructeur. Bon, déjà, il ne dure pas longtemps en général. Cet amour, cet élan vers l'être aimé qui fait qu'on ne peut plus vivre sans lui, et qui est un amour, je dirais plutôt de mort qu'un amour de vie, parce que dans cet élan vers l'autre,
qui est souvent déséquilibré. D'ailleurs, à un moment donné, on peut y perdre beaucoup de choses, y perdre sa vie, y perdre ses espoirs, y perdre son intégrité aussi. Donc il faut faire très attention à ces amours-là, qui en général sont plutôt éphémères selon les personnes. Je parlais aussi de l'amour fusion. L'amour fusion, c'est l'amour qui fait disparaître une personnalité. Donc c'est pas génial non plus parce que y en a un qui va se fondre dans l'autre et quand les deux êtres ne sont plus autonomes ni n'existent plus en tant que tels, forcément à un moment donné l'amour va aboutir à un échec. Il y a l'amour réparation. L'amour réparation, il n'est pas centré sur l'amour, mais il est centré sur le manque. Donc c'est aussi un amour qui est déséquilibré, parce que même si de façon naturelle on va vouloir réparer quelque chose dans notre vie, et en fonction de cela, souvent inconsciemment, on va choisir une personne qui va peut-être réparer cette histoire ou ce problème dans notre vie, il s'avère que l'autre ne doit pas être une solution à son problème, même si de fait il peut être une solution au problème. Mais en tout cas, il ne faut pas le chercher en tant que réparateur, puisque à ce moment-là on déporte toute son histoire sur l'autre, et cette histoire ne lui appartient pas, mais elle appartient à soi, et l'amour peut être aussi voué à l'échec dans ce cas-là. Donc l'amour idéal, pour en arriver à l'amour épanoui, c'est un amour qui apporte sérénité aux deux personnes, où les personnes seront doublées justement des forces vitales qu'elles ont. C'est-à-dire que j'aurai mes forces à moi et j'aurai en plus les forces de l'autre, les forces de l'être aimé qui vont se rajouter aux miennes. Et là, c'est un amour qui va être très épanoui, puisque effectivement, on sera accompagné, on sera supporté, conforté, réconforté, soulagé, et dans une relation de complicité, de joie, de rire, de liberté de tout dire, de tout faire, sans avoir l'impression d'être jugé. C'est surtout ça aussi qui est important dans une relation, c'est de pouvoir tout dire sans avoir l'impression que l'autre va profiter des faiblesses que vous lui dites, peut-être s'il y a une belle relation d'intimité, puisqu'on a tous des défauts et des qualités, bien sûr, et que normalement, avec l'être aimé, on doit être aussi capable de dire ses faiblesses, puisque justement, si l'autre vous aime, normalement, il devrait essayer aussi d'en faire des forces, ses faiblesses, justement. Donc un vrai amour, ça devrait normalement permettre de gagner en sécurité, et donc c'est un choix de vivre plus heureux. Après cette définition, je me pose la question de savoir est-ce qu'on est prêt à aborder la relation amoureuse. Donc cette question de la disposition à aimer, est-ce que chacun est disposé à aimer, parce qu'on a peut-être envie de rencontrer l'amour quand on l'a pas, mais est-ce qu'on est prêt à le rencontrer, est-ce qu'on aborde l'amour avec une approche positive, et ce qui permettra justement à l'amour de réussir. Donc d'abord, il faut avoir confiance en nous, confiance en nos possibilités, il faut avoir envie d'aller vers l'autre, et puis donner le meilleur de soi. Donc il faut déjà avoir cette disposition une sorte de générosité, une sorte d'envie de l'autre, envie de l'altérité, de partager, et d'être dans cette phase, parce qu'on peut avoir dans la vie des phases où on est un peu plus solitaire peut-être, ou un peu plus triste, ou un peu plus enjoué, un peu plus apte à commencer quelque chose. Donc il faut aussi essayer d'identifier ces périodes en fait qui sont importantes pour aborder une relation amoureuse. Donc aimer, c'est un choix, un désir d'aimer, un désir de la réciprocité, bien sûr, parce qu'il ne suffit pas, on en parlera plus tard, mais il ne suffit pas d'aimer pour aimer, il faut aussi être aimé, parce qu'on a besoin de donner, on a besoin de recevoir. Il y a beaucoup de déséquilibre dans ces amours. J'en parle dans un chapitre qui s'appelle « Ces femmes qui aiment trop », par exemple, où parfois, ça peut être aussi des hommes, je dis ces femmes, mais c'est tout ce que je dis sur les hommes et sur les femmes, c'est complètement interchangeable, même s'il y a des petites différences dans l'expression, mais des personnes qui ont eu l'habitude, par exemple, de se sacrifier jeunes pour un parent malade, par exemple, qui ont l'habitude de toujours prendre soin de l'autre, vont peut-être vouloir continuer à être dans ce modèle-ci, et à ce moment-là, elles vont être encore dans cette sorte de sacrifice, mais ça, c'est pas l'amour. Prendre soin de l'autre, c'est pas seulement l'amour. Il faut aussi quand même recevoir quelque chose, et il faut exister en tant que tel. Il faut exister avec son caractère, avec
avec sa force personnelle, mais même si parfois la complémentarité se présente de fait parce qu'on ne rencontre pas quelqu'un par hasard et la personne souvent répond à des besoins personnels, il ne faut pas en tout cas que l'autre en profite et que ça soit quelque chose de réfléchi, quoi. C'est faire très attention à soi pour se préserver et pour ne pas tomber sous le joug de l'autre et ne plus exister. Je pense que c'est très important d'en être conscient. Donc, pour mieux aborder une relation amoureuse, enfin dans les meilleures conditions, il faut être conscient de sa propre histoire, il faut être conscient de ce qui nous a construit, de ce qui nous a entravés dans l'enfance, hein, c'est vraiment la base. Il faut évaluer nos besoins, les identifier, il faut réfléchir à ce que nous sommes prêts à donner, à investir pour cet amour. Est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce qu'on a du temps pour l'autre aussi? Est-ce qu'on a jusqu'où on peut donner? Je ne sais pas, si une femme par exemple a des enfants, des petits-enfants notamment qui demandent beaucoup de soins, enfin de travail, est-ce qu'elle est prête à ce moment-là? Il y a beaucoup de personnes souvent qui se plaignent que l'autre ne leur donne pas suffisamment de temps, que ce soit les enfants, une carrière. Voilà. Donc il faut identifier un petit peu ces situations qui peuvent gêner en tout cas la relation. Et puis il faut être avec quelqu'un, donc comme je disais, non pour assouvir un manque, mais être l'objet d'un désir ou d'une valorisation qui se fera de manière naturelle, hein. Si l'amour est bon, quand je dis bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas de frustration, de jalousie, voilà, toutes ces choses qui entravent l'amour et qui peut parfois l'abîmer vraiment. Si l'amour est bon, tout cela se fera de manière un peu automatique, hein, avec des petites nuances, mais moi je parle beaucoup des amours un peu déséquilibrés parce qu'on en rencontre souvent et que en tout cas les couples qui m'ont parlé là étaient souvent dans une problématique que l'un ne leur disait plus je t'aime, que pour certains c'était explicite, que pour d'autres ils avaient besoin de l'entendre parce que si on ne dit pas je t'aime, c'est pas si évident de le penser, même si l'autre le démontre. La parole, il y a rien de mieux que la parole, parce que la parole ça éclaircit, ça rend les choses plus saines, plus claires, et c'est très agréable de dire à quelqu'un je t'aime et d'entendre je t'aime. Donc pourquoi épargner ces mots précieux alors qu'ils font tellement de bien à l'autre, surtout si on l'aime, si on a la chance de l'aimer et d'être aimé. Donc aimer, c'est donc une disposition d'esprit qui va mener à un échange d'énergie, de temps, un partage, un don, un lien dans tous les petits et les grands actes de la vie. Alors je vais parler maintenant du choix du partenaire. Comment est-ce qu'on choisit ce partenaire? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? Alors moi je pense qu'il n'y a pas de hasard. Maintenant le débat est ouvert. On en parlera après si vous voulez. Alors c'est vrai que souvent on est souvent attiré par le même type de personne. On se dit après certaines expériences qu'on tombe toujours un peu sur le même profil, etc. Donc c'est forcément pas un hasard. Si on est attiré par le même type de personnes, ça veut dire qu'on les recherche ou on est réceptif en tout cas à ce genre de personnes. Donc pourquoi on est réceptif à ce genre de personnes? Parce que probablement que ce sont des images, ça nous rappelle à des images fondatrices de l'enfance, c'est-à-dire que le modèle premier, hein, c'est les parents, donc c'est le père, la mère, donc c'est les gens qu'on connaît le mieux, et quand on va rencontrer ensuite des gens peut-être qui ressemblent ou qui s'adressent à nous de la façon dont un parent s'est adressé à nous, peut-être que ça va nous rassurer, peut-être qu'on va avoir envie d'aller dans ce modèle-ci, ou bien tout le contraire, hein, ou bien on va peut-être rechercher l'opposé parce que justement on n'a pas eu une enfance heureuse, on a été justement rejeté par un des parents, ou on se dit surtout pas, moi je serai jamais avec mes enfants ce que mes parents ont été avec moi, donc ça peut être tout le contraire. Mais on peut être attiré, on est souvent attiré par ce modèle-ci ou par justement l'opposé. Tout ça se fait souvent de manière inconsciente, hein, mais quand on s'y penche, c'est quand même assez intéressant de le constater et de le repérer pour peut-être ne plus faire les mêmes erreurs ou d'en faire d'autres pour apprendre encore si on a envie de tirer enseignement de ce qu'on vit. De toute façon, on est attiré par ce qui fait écho en nous. Alors, ce qui fait écho en nous, c'est pas forcément seulement les parents, ça peut être
problématiques auxquelles on s'est penché très jeune. Je ne sais pas, ça peut être un goût pour l'art, pour la sensibilité, pour l'écriture, pour un métier particulier. Voilà, des choses qui nous ramènent en tout cas souvent à notre essence, aux choses de base qui nous ont formés. Ensuite, donc ce choix du partenaire, il va être très important parce qu'il va déterminer justement la qualité de la relation qu'on va avoir. C'est-à-dire si justement on va être dépendant de cette personne parce qu'elle va répondre à un besoin particulier, on ne va pas se sortir de ce carcan et on va être complètement étouffé dans ce modèle qu'il nous propose. Donc, il faut faire attention, est-ce qu'on a envie de rester dans ce carcan ou est-ce qu'on a envie d'autre chose et peut-être d'élargir un petit peu justement nos horizons. Donc, voilà, repérer les personnes peut-être qui nous entourent, les expériences qu'on a eues, essayer de comprendre ce qui nous pousse vers quelqu'un et voir si on est dans une action, dans un désir de l'autre, ou si on est en réaction à ce qu'on a peut-être vécu et on cherche à réparer quel cas l'autre n'est pas forcément prédestiné à réparer nos problèmes. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention. Là, j'ai voulu parler un petit peu de la différence entre aimer et être amoureux, parce que je pensais que c'était quelque chose aujourd'hui qui nous parle, qui est très présent, c'est-à-dire que être amoureux, ça nous arrive ça peut nous arriver plusieurs fois dans notre vie, surtout aujourd'hui quand les couples se défont assez souvent, qu'il y a souvent des divorces, on peut tomber plusieurs fois amoureux, on a plusieurs vies, parfois recomposées, etc. Donc c'est quelque chose qui est plus épisodique, qui peut se passer plusieurs fois, tandis que ce que j'appelle aimer, en tout cas dans ma terminologie à moi, c'est vraiment, je dirais pas l'absolu, parce que l'absolu amène la perdition et qu'il n'existe pas, mais disons que aimer, en général, arrive maximum 1 ou 2 fois dans une vie. Enfin, le vrai amour, le véritable amour, je pense que ne se présente pas tant de fois que ça dans une existence. Alors, au point de vue des amours, suivant les âges, on peut parler des premiers amours, qui sont souvent très très forts, parce que souvent on a tendance un petit peu à se moquer des petits enfants qui ont une petite copine comme ça à l'école, alors que souvent ces amours sont très sincères et très vrais et très purs et très spontanés. C'est ce qui est beau chez l'enfant justement, c'est qu'il va dire je t'aime assez facilement. Et que voilà, il est débarrassé, enfin en tout cas il n'est pas encore altéré par tout ce qui va venir après, toutes nos couches de protection qu'on va peut-être développer pour se protéger, etc. Donc ce sont des amours très beaux et souvent on le recherche parfois, on recherche ce premier amour à travers d'autres expériences à l'âge adulte. Pour l'adolescence, c'est un petit peu plus compliqué, enfin, c'est l'âge de l'apprentissage, le jeune y investit souvent un rêve, un idéal. Ça peut être aussi, on peut aussi aborder l'amour à cet âge-là pour faire comme les autres ou avec dérision. Enfin, en tout cas, c'est quand même une expérience importante puisque ça va être la découverte, le premier acte sexuel. Donc, ça peut avoir un impact très important dans la suite de l'évolution de la personne, suivant ce qu'il aura vécu et suivant la manière dont ça se sera passé. Ça peut marquer. Et l'amour mature, finalement, celui dont je parle, à un certain âge peut-être et peut-être plus réfléchi, c'est l'amour quand on est débarrassé d'un certain passé, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, quand on a élucidé le plus possible ses empêchements, ce qui nous a fait défaut petit, les problèmes qu'on a pu vivre dans son enfance, les problèmes d'éducation. Donc ça serait l'amour après qu'on a acquis aussi une estime de soi-même, parce qu'on peut passer par des phases où on est blessé, donc on n'a plus confiance en soi, on a une mésestime de soi, il faut rebondir, enfin il y a toutes ces étapes qui ne sont pas toujours simples. Mais je vais parler après de l'amour de soi justement parce que c'est important aussi pour aborder l'autre et pour vivre une belle histoire. Je pense qu'il faut se respecter soi-même et s'aimer soi-même, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on a parfois un manque d'assurance par l'enfance, par l'éducation, par plein de choses. Et ça aussi, il faudra le résoudre. Il y a beaucoup de choses à résoudre, je suis désolée, mais
c'est comme ça. Et voilà, et donc voilà, l'amour équilibré, c'est l'amour qui fait qu'on sera indépendant en soi-même et qu'on pourra pleinement profiter de cet amour mature une fois qu'il sera résolu dans les problématiques soulevées. Un amour qui est assez destructeur aussi et qui est véhiculé par notre enfance, oui. Est-ce qu'en fait c'est la conférence, est-ce qu'elle est bonne il y a moins de 12 ans, 10 ans Non, c'était juste ce passage-là, je voulais décrire un petit peu les différents. C'est pour elle. Pour la jeune fille. Tu crois que ça tient le coup? Alors voilà. C'est juste pour voir. Alors, j'ai pas un discours spécialement pour les enfants, mais je pense que tu peux, j'espère que tu peux voilà, tu prends ce qui te concerne, ce qui te concerne pas, tu le jettes, et puis voilà, je vais parler du mythe du grand amour. Le mythe du grand amour, notamment, ça concerne un peu les enfants dans le sens où on a justement souvent le mythe du prince charmant quand on est une petite fille ou quand on est un garçon. Pardon ? Pas que. Oui, pas que, non, je disais pour les garçons, ils peuvent avoir aussi cette image de héros sur son cheval blanc. Et, pas que quand on est petit. Oui, c'est quelque chose. Ce que je voulais dire, c'est justement c'est quelque chose qui dure et qu'on véhicule longtemps et qui marque beaucoup. Et donc cette image de bonjour Philippe. Je ne voudrais pas te faire remarquer, mais Merci à toi. Donc voilà, le mythe du prince charmant, c'est quelque chose qui peut être très néfaste si on le garde longtemps. Et les petites filles, souvent, en tout cas dans les générations précédentes, ont été complètement portées et conditionnées par ça. Et on se rend compte que les gens peuvent être charmants, mais pas prince charmant en tout cas, quoi. Et puis parfois pas charmants du tout d'ailleurs. Voilà, cette image. Faut faire attention à la transformer au fil du temps en tout cas, quoi, parce que ce grand amour, il peut aussi cette image d'idéal, on peut aussi la déporter sur l'autre, et à ce moment-là, on va vite s'apercevoir que l'autre n'est pas idéal, parce que personne n'est idéal et que tout le monde a ses imperfections, y compris soi, bien sûr, etc. Donc voilà, il faut peut-être après chacun y met sa dose de compromis, de dorure, des aspérités, mais c'est quelque chose qui est assez destructeur, ce mythe du grand amour, parce qu'en fait, il nous impose aussi une idée conçue d'avance sur l'autre, donc un préjugé sur une personne qui ne répondra forcément pas à ce qu'on attend, parce que chacun vient avec son histoire, parce que chacun est différent et que le sur-mesure n'existe pas, donc il y a toujours des ajustements à faire et au fil du temps, c'est impératif de se reposer la question justement de pourquoi on est ensemble et de remettre à jour ses sentiments et de se redire je t'aime, etc. Enfin, ça c'est vraiment plus le sujet du livre, de se dire je t'aime souvent et beaucoup et sincèrement. Donc je parlais de ce mythe du grand amour qui est un petit peu infantile, cette adoration, cette admiration illusoire, hein, puisque retrouver une symbiose comme ça, c'est complètement illusoire. Une symbiose qu'on peut avoir aussi, par exemple, pour un garçon avec sa mère ou pour une fille avec son père, cette symbiose originelle, si c'est un amour très possessif ou très fusionnel avec un parent ou parfois aussi castrateur d'ailleurs, cet amour en tout cas qu'on va peut-être rechercher aussi à travers les aventures amoureuses sera forcément voué normalement à l'échec, puisque on ne peut pas remplacer une mère et on ne peut pas remplacer un père, et puis de toute façon c'est pas de cet ordre-là que doit être l'amour adulte. Donc voilà, il y a des gens qui cherchent leur mère toujours pour s'occuper d'eux, etc. Il y a des femmes qui cherchent leur père aussi dans cet esprit de protection, mais là il y a quand même une annihilation de soi souvent dans ces cas de figure, hein. C'est des généralités que je dis, hein. Il peut y avoir bien sûr des nuances, hein. En plus, ce mythe du grand amour, il empêche souvent, quand on a une idée préconçue, justement, de se laisser charmer par l'inattendu, parce qu'une relation, c'est quand même une magie, c'est quand même quelque chose auquel on ne s'attend pas, et donc je trouve que c'est plutôt assez joli de se laisser porter peut-être par un insensé hasard ou par quelque chose qui ne correspond pas à une image
qu'on s'est fixé et figé. D'ailleurs, je me demande comment on peut se fixer une image, mais voilà, après, c'est plus une question peut-être de sensibilité et d'aller au-delà des préjugés, etc. En tout cas, l'amour est un sentiment unique pour chacun, et donc chacun est unique et donc à respecter, et donc on ne peut pas lui coller une image attendue, espérée, de prince charmant, etc. En tout cas, en général, ça ne marche pas. J'en arrive à ce sujet important qui est de s'aimer soi, comme je disais tout à l'heure. Donc pourquoi s'aimer soi? Parce que si on ne s'aime pas soi, on va être difficilement aimable, parce que l'autre ne va pas vous aimer si vous ne vous aimez pas vous. Déjà, on sent quand les personnes ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc il faut essayer de s'aimer soi, et il y a de quoi s'aimer soi, parce qu'on a tous des qualités, on a tous des défauts. Il faut juste être conscient de ces... Il faudrait faire une sorte de bilan de compétences amoureux, entre guillemets, qui nous ferait nous retrouver, voilà, nos principales qualités, essayer d'en être conscient pour les mettre en avant. Et puis ces défauts, le but n'est pas complètement de les cacher, mais en tout cas de les adoucir, et peut-être essayer de les travailler justement pour qu'ils se transforment en qualité, et puis accepter qu'on n'est pas parfait, et qu'on ne peut pas non plus être, comme on ne peut pas être une mère parfaite, on ne peut pas être un père parfait, on ne peut pas être un amoureux parfait, on a des faiblesses, et l'amour justement est là peut-être pour pallier tout ça, pour aider l'autre, quand on l'aime, à se construire, à essayer d'aller mieux, ou d'aller de l'avant en tout cas, et peut-être de modifier des comportements particuliers. Donc s'aimer soi, c'est aussi accepter de bouger, accepter de faire un travail sur soi. Ce travail qui peut être personnel, ça peut être une réflexion personnelle, ça peut être faire une liste, comme un petit bilan comme ça, de dire mes atouts, mes qualités, mes défauts, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je mets en avant, qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment je me présente à l'autre, et qu'est-ce qui me permet d'avoir de l'estime de moi-même. Donc ça, c'est voilà, faire une réflexion personnelle, ou bien évidemment se faire aider par un psy ou un professionnel du mental, entre guillemets, ou bien par un ami aussi. Tout le monde n'a pas envie d'aller voir un psy, tout le monde n'a pas forcément besoin non plus. On peut aussi parler avec un bon ami et puis avoir des conseils, et lui demander qu'est-ce qui te plaît chez moi, qu'est-ce qui te plaît pas, qu'est-ce qui paraît bien, Voilà, les bons amis peuvent être aussi là pour ça. Faut peut-être pas hésiter parfois, parce que la vie est tellement difficile pour chacun, que pourquoi pas partager ce genre de choses aussi. Donc s'aimer soi, c'est agir pour sa vie, c'est un travail actif et responsabilisant, et ça permet justement d'effacer des choses qui peuvent être gênantes, comme la culpabilité, comme le fait de se victimiser aussi, suivant les épreuves qu'on peut vivre, le fait d'éviter de s'apitoyer sur son sort, parce que tout le monde traverse des épreuves et que c'est facile pour personne. Et évidemment se découvrir, connaître son enfance, mettre au jour son parcours, se libérer de ses refoulements. Alors ça demande parfois un travail un peu plus conscient, assumer ce passé et arriver à vivre avec ce passé, même s'il a été difficile, et puis arriver à s'aimer par cette meilleure connaissance de nous-mêmes. Justement, on pourra se créditer ce qui nous revient, qu'on a de bon, ce qu'on a de bien, sans être narcissique ni égocentrique, mais être indulgent envers soi-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très durs avec eux-mêmes, et peut-être un peu plus de tendresse envers soi, parce que peut-être certaines personnes ont des épreuves aussi qui sont difficiles, et qu'il faut peut-être être aussi plus gentil avec soi-même aussi, pour s'aimer soi, et pour acquérir cette force qui est un tremplin justement pour affronter cette vie future amoureuse et réussie. Un petit point sur la différence entre les hommes et les femmes dans l'amour, puisque quand même il y a un grand décalage qui s'est peut-être, non, je ne pense pas accentué, il a toujours été, mais disons que je sais que j'ai l'impression, en tout cas, vous me contredirez si vous voulez, sur ce décalage qu'il y a entre les hommes et les femmes, notamment depuis justement l'émancipation de la femme, justement cette libération sexuelle, etc. Personne ne s'y retrouve complètement, puisque la femme a envie un petit peu a envie de garder certains acquis, a envie d'avoir un gentleman qui lui ouvre la porte, etc. Enfin, encore des personnes comme ça qui
qui ont un rôle de protecteur, et puis d'un autre côté, elles sont très très émancipées, et puis les hommes aussi ont envie d'avoir une femme sexy à côté d'eux, d'avoir une femme, et elle ne veut pas être une femme objet. Enfin, personne ne s'y retrouve parce que en fait, les repères deviennent de plus en plus compliqués. On n'est pas non plus aidé par les médias qui mettent en scène souvent en Corse, et on ne peut pas vendre une voiture sans une jolie blonde pas très loin, et on est encore quand même dans une société très machiste. Donc c'est un petit peu compliqué puisque il y a encore des séquelles archaïques. D'un autre côté, il y a eu quand même beaucoup d'avancées, hein, mais statistiquement, j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, les tâches ménagères sont quand même accomplies encore à, je sais plus, 70% par les femmes et 30% par les hommes, et ne parlons pas des différences de salaire, etc. Mais enfin, je suis pas là pour faire un discours qui n'est pas féministe, hein, qui est juste réaliste, qui est juste enfin, il me semble juste reconnaître qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais j'ai l'impression qu'on est dans une période de transition, et que dans cette transition, il y a encore beaucoup de décalage, et ça pose problème dans les repères, hein, qui étaient peut-être plus clairs avant. L'homme avait sa fonction plus définie, en tout cas la femme aussi, et je ne dis pas que c'était plus facile, mais en tout cas il y avait moins de problèmes, parce que la femme n'avait peut-être pas aussi les moyens de partir quand elle le voulait, etc. Donc voilà, c'était un petit point sur la différence, et il y a beaucoup de différences à part ça entre les hommes et les femmes, hein, puisque suivant ces éducations, justement, on n'en est plus dans l'homme en bleu et la femme en rose, enfin la petite fille en rose et le petit garçon en bleu, mais on a quand même encore enfin on le voit aussi d'ailleurs au niveau des études, hein, les femmes font moins d'études que les hommes, alors qu'elles ne sont pas plus bêtes. On le voit dans ces différences les démonstrations d'amour ne sont pas toujours les mêmes. La femme a souvent tendance à être plus verbale, à avoir plus de facilité à parler, à démontrer son amour, à ouvrir le champ de la communication. L'homme a plus de mal. Alors c'est une généralité, hein. Il y a des hommes qui sont plus qui ont plus le sens de la communication que d'autres, mais malgré tout, on a peut-être plus appris à la femme à exprimer ses sentiments. Elle peut pleurer plus aisément, en tout cas c'est une acceptation sociale plus prononcée. L'homme a plus de mal, et donc du coup il a plus de mal aussi à dévoiler ses sentiments souvent, et pour une bonne relation il faut forcément de la communication, et sans cette communication on ne va pas pouvoir mettre au jour les déséquilibres qu'il y a dans le couple, et si on veut éviter les séparations, il faut absolument arriver à communiquer et à donner à la parole sa juste place dans la relation. Sachant que la communication, bien sûr, c'est la seule chose qui va permettre d'effacer le doute, qui va effacer l'insécurité, qui va effacer la frustration, et qui va éviter que les choses s'accumulent au fil du temps et puis explose, hein, puisque si au fur et à mesure on ne dévoile pas ce qui nous gêne, ça peut prendre des proportions terribles et faire éclater le couple. Là j'en reviens un petit peu à la pensée positive. La pensée positive rejoint le thème de l'estime de soi dont on a parlé tout à l'heure. Comment faire pour s'aimer soi, comme je disais tout à l'heure. Alors à part ces méthodes d'analyse et de réflexion personnelle, etc., la pensée positive, c'est une méthode qui permet la suggestion, qui permet la prise de conscience, qui permet le contrôle de soi. Alors il y a plusieurs méthodes de développement personnel qui peuvent mener à ça. Mais c'est intéressant parce que ça va permettre dans le couple de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, de regagner des forces vitales, de régénérer les liens qui sont importants, enfin les liens essentiels qui vont permettre justement de gérer les conflits éventuels. Et voilà, il y a toute une technique, je ne vais pas en parler parce que c'est un petit peu technique, mais d'être bienveillant, ouvert, d'affirmer sa spécificité. Il y a une manière de faire pour être justement plus positif, et pas seulement dans l'approche amoureuse, mais dans le couple, pour essayer
de ne pas être agressif, par exemple, avec l'autre, de se contrôler soi-même, de transformer la tristesse en joie. Voilà, tout ce genre de choses est important pour une relation harmonieuse. Je vais parler un petit peu des faux amours. Les faux amours, enfin ce que j'appelle les faux amours. Les faux amours, c'est les amours complètement déséquilibrés. Et donc, ce sont les amours possessifs, les amours maléfiques, les amours manipulateurs, les amours pathologiques. Alors, il y en a beaucoup en fait, il y en a beaucoup, et on ne les décèle pas toujours. Alors, je vais parler un peu du pervers narcissique, mais pas seulement, parce que le pervers narcissique, on n'en parle pas beaucoup, et puis c'est quand même un phénomène de société assez important, qu'on rencontre dans tous les milieux sociaux, avec des personnes souvent qui se présentent, qui sont très brillantes, donc très intelligentes, donc très manipulateurs, habiles, et qui peuvent détruire un partenaire par besoin d'être aimé. C'est une sorte de vampire comme ça, qui a une soif d'être aimé et qui aspire de la personne tout son potentiel d'amour, le potentiel d'amour qu'il n'a pas et qu'il ne va pas donner, il va essayer de l'avoir chez l'autre, et il peut complètement détruire une personne la dépendance et l'emprise qu'il va instaurer de manière très insidieuse souvent, par l'ambiguïté continuelle qu'il va entretenir tout le long d'une relation, par les sentiments avec lesquels il va jouer, par des promesses, des engagements, par plein de choses qu'il ne va jamais tenir, par un narcissisme terrible. Et ça va instaurer une relation de souffrance absolument très destructrice pour la personne qui en est victime. Alors les personnes qui en sont victimes sont souvent des proies, entre guillemets, choisies en fonction de leur fragilité, souvent de leur vulnérabilité, de leur capacité à aimer. Ce sont souvent des gens très aimants, puisque ces personnes ont besoin d'être aimées, donc ils choisissent des gens qui sont très très aimants, qui ont cette capacité qu'ils n'ont pas, et ils en tirent plaisir. Donc ça peut aller jusqu'à la mort, ça peut aller jusqu'à détruire des gens. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui deviennent anorexiques, il y a des gens qui en souffrent beaucoup, qui ne s'en sortent jamais. Je dirais pas que c'est pire que les femmes battues, mais c'est plus insidieux que les femmes battues, parce que c'est une femme battue, femme battue ou homme battu. Il y a aussi des femmes perverses narcissiques, mais en tout cas, ce sont des gens qui ne s'en sortent parfois pas, qui vivent toute une vie dans cette soumission, dépendance, culpabilité, puisque l'autre est très habile à vous rendre coupable de ses défaillances. Voilà, il y a des très bons livres sur le pervers narcissique qui existent dans le commerce. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les références un peu après. Évidemment, dans des choses un petit peu moins graves que celle-ci, les amours possessifs, donc forcément, sont déséquilibrés. Quand on veut faire de l'autre sa chose, forcément, il y a une relation de sujet à objet, et c'est plus une relation entre êtres humains. Il peut y avoir donc ça rejoint un petit peu le pervers narcissique, parce que le pervers narcissique a toutes les tares, en fait, je dirais, de cette mégalomanie, de ce narcissisme exacerbé, etc. Mais il y a des personnes qui sont un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire qui ont un côté angélique et puis qui ont un côté maléfique. Donc il faut aussi se méfier parfois de cette double facette qui n'est pas toujours facile à détecter. Et faire attention à ce que l'amour, si quelqu'un vous dit je t'aime, à ce qu'il le prouve, à ce qu'il y ait des actes, à ce qu'il y ait des paroles, à ne pas être dépendant justement de cet amour, et à vérifier au fur et à mesure si cet amour est bon pour soi, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de souffrance. Probablement il y a de la souffrance, ça veut dire que l'amour n'est pas bon pour soi, et l'amour ne doit pas induire de souffrance. Autrement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et là, c'est intéressant de se pencher sur les traits de caractère de l'autre, et peut-être aussi de soi, parce qu'on peut être enclin à certaines choses. Il faut peut-être essayer d'élucider aussi pourquoi on va vers ce genre d'histoire. Et il y a toujours deux parts dans deux histoires, deux parts dans une histoire, c'est-à-dire de part et d'autre. Et il faut essayer quand même d'élucider ce qu'on met dans cette histoire et à qui on a affaire. Puis je vais terminer, je pense que j'ai un
peu près fait le tour avec l'importance de la communication, de la parole. Donc, cette parole, je vais vous lire le petit texte que j'ai écrit sur cette importance de la communication, parce que c'est la seule chose qui permet en fait de mettre au clair ses sentiments et de détecter chez l'autre sa sincérité et de donner libre cours à cette intimité qui est indispensable si on veut aller dans la profondeur des sentiments et si on veut aller dans cette authenticité, dans cette qualité de relation. Offrir des mots, des paroles est essentiel pour mettre au clair ses émotions et ses sentiments. Car émis d'une personne à celle à qui on les dédie, ces mots, lorsqu'on aime, seront forcément uniques. Alors n'épargnons pas cet élan qui est bienveillance, égard, car les mots viennent du cœur et parlent au cœur, pour, dans l'amour, exprimer émotion, tendresse, sensibilité. Sensibilité n'est pas sensiblerie, mais bien au contraire don, ouverture de notre intimité à l'autre, désir, marque de confiance. Les mots permettent la clarté, la lumière et la passation des sentiments chargés d'émotions. Ils sont la trace du présent, c'est pourquoi il peut être beau aussi de les écrire, une façon de les garder précieusement pour se les relire peut-être un jour plus tard et raviver des souvenirs heureux. La parole permet de lâcher nos ressentis et elle fait du bien à celui ou celle qui la reçoit. C'est un investissement à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est vivre et dire le présent, projeter éventuellement un avenir, entretenir et se souvenir. Il ne faut pas épargner notre sincérité aux gens qu'on aime, nos enfants, nos parents, les êtres aimés. Alors là, je parle de l'amour en général, parce que là, c'est vrai que j'ai centré la conférence sur l'amour amoureux, enfin sur l'amour entre deux adultes, mais je parle notamment dans le livre aussi de tous les autres amours, c'est-à-dire les amours pour les parents, c'est-à-dire dire à ses parents qu'on les aime pendant qu'il est encore temps, avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils ne soient plus là, dire aux enfants qu'on les aime aussi forcément, parce que c'est ça qui va les construire dans la vie future, c'est ça qui va leur donner une estime d'eux-mêmes, c'est ça qui va leur permettre de se sentir valorisés et d'élaborer une relation épanouissante plus tard. Donc c'est très important de faire attention à la façon dont on éduque ses enfants et surtout leur rappeler, et il n'y a rien de mieux que les mots pour leur rappeler qu'on les aime, évidemment leur montrer également, bien sûr. Je ne vais pas tout vous lire, mais je conclus par il faut définitivement mieux dire ce qu'on veut et on ne veut pas, c'est-à-dire que la parole permet de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Communiquer à l'autre ce qu'on ressent, si l'on veut briser un tant soit peu la solitude de notre condition humaine, le langage étant ce qui nous différencie de l'animal, pour être aimé pour ce que l'on est et aimer la personne qui nous correspond. Voilà, j'ai beaucoup de textes sur la parole, sur la communication, parce que pour moi c'est très important et ça me paraît être justement essentiel pour dire à l'autre ce qu'on veut, voilà, comme je disais, pour dire à l'autre aussi qu'on l'aime. Voilà, je propose, si vous avez des questions... Donc les livres de Sarah sont disponibles en consultation et en vente. Peut-être que tu vas les dédicacer. Oui, avec plaisir. Merci Sarah. Et traditionnellement,